Bon, SpaceX, je pense qu'il est temps de se pencher sur la question. La plus grande IPO jamais enregistrée. Aujourd'hui, on va faire le tour de l'entreprise. Qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi les perspectives sur le long terme? Et surtout, est-ce que aujourd'hui, au prix actuel, c'est le bon moment d'en acheter? Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Thomas, je suis dans le trading depuis 6 ans, ça fait 2 ans et demi que je travaille chez Crypto Recherche en tant qu'analyste et trader. Donc je m'occupe du volet marché traditionnel et tous les lundis, une vidéo sur mes positions de trading pour les traders les plus avancés. Donc SpaceX nous a fait la plus grande IPO jamais enregistrée, c'est même monté jusqu'à 2000 milliards de dollars. C'est très simplement la chose la plus folle que j'ai pu voir sur les marchés boursiers depuis très longtemps. On a eu un pump de quelques jours, puis une correction et actuellement on est en dessous des 150 dollars qui est le prix de l'IPO de SpaceX. Donc j'ai essayé de vous mettre un maximum d'images pour que ce soit le plus simple à suivre et surtout je vais passer souvent à travers assez rapidement, mais n'hésitez pas à mettre sur pause, il y a tous les éléments qui sont dans les slides on va dire. Donc on va commencer avec les 4 piliers de SpaceX parce que le plus important c'est de savoir déjà qu'est-ce qu'ils font avant d'investir dans une entreprise. Il y a 4 éléments clés. Les lancements spatiaux, Starlink, Starship et l'intelligence artificielle. Oui, l'intelligence artificielle fait partie de SpaceX puisque aujourd'hui ce n'est plus simplement SpaceX mais l'entreprise s'appelle SpaceX AI. Alors, au niveau des lancements spatiaux, l'élément le plus marquant, on va dire, c'était il y a 10 ans quand SpaceX a diffusé son premier réatterrissage de fusée. Alors, c'était exceptionnel pour deux choses, parce que déjà, bon, on connaît Elon Musk et l'avance qu'il peut avoir sur l'industrie. Elon Musk a créé la première entreprise privée à lancer des fusées dans l'espace. Déjà, ça c'est assez impressionnant. Et surtout, on a une entreprise qui a réussi à faire atterrir un vaisseau spatial debout, donc qui est réutilisable. Alors c'est le lanceur principalement, mais c'était la première fois qu'on avait un réatterrissage d'une fusée, ce qui avait créé un engouement énorme déjà il y a 10 ans. Donc l'entreprise a beaucoup évolué depuis, mais c'est pour mettre quand même un peu l'avance de l'entreprise. Donc tout ce qu'on va parler dans cette vidéo fait un peu science-fiction, mais c'est bien réel et surtout c'est potentiellement le futur de l'industrie du spatial. Le deuxième élément, c'est Starlink, donc la connexion Internet ultra puissante partout dans le monde. Ils sont disponibles dans plus de 160 pays. Ils ont déployé plus de 10 000 satellites en orbite autour de la Terre qui permettent d'avoir une connexion impeccable. J'imagine que vous les avez déjà vus, c'est ces petits récepteurs de carrés blancs qui permettent d'avoir une connexion partout dans le monde. Et surtout, quand on va voir l'utilisation, elle est en constante augmentation. C'est actuellement le driver au niveau des revenus de l'entreprise, c'est ce qui génère de l'argent. Bon, on va pouvoir voir pourquoi l'entreprise a une aussi grosse capitalisation pour un si petit revenu, entre guillemets. Mais c'est vraiment actuellement ce qui génère des revenus dans l'entreprise. Le troisième élément, c'est Starship qui est la grosse révolution pour l'entreprise. Même principe que Falcon 9 qui est donc les lanceurs actuels qui réatterrissent, mais c'est une fusée qui est 5 à 10 fois plus grosse et surtout qui permet d'avoir une capacité de charge massive. Quand on va devoir créer par exemple des usines en orbite ou le fameux voyage vers Mars pour Elon Musk, c'est vraiment ce genre de vaisseau qui va permettre d'aller aussi loin et plus juste rester en orbite ou envoyer quelques satellites. Il faut déjà savoir qu'au niveau de Falcon 9, les Starlink qui sont envoyés, il faut savoir que les satellites sont comme des petits disques et on a un lanceur qui part et qui distribue énormément de disques. Donc déjà au niveau de la distribution et de l'installation des satellites, c'était assez révolutionnaire, mais là Starship va pousser la chose encore plus loin en permettant par exemple de créer des data centers dans l'espace. Alors les data centers dans l'espace, on va y revenir aussi, c'est un des plans de SpaceX. C'est pour vous dire à quel point on parle d'une entreprise qui est en avance sur son temps. Et donc on peut le voir ici, Starship qui commence à faire des atterrissages également. Alors là, c'était dans la mer puisque c'est pas encore tout à fait au point. Ça crée des défis
différent puisque c'est une fusée qui est beaucoup plus grosse. On le voit à peu près sur la miniature à droite juste ici, la taille par rapport à la route, ce qui est énorme. Mais voilà, l'objectif c'est d'ici fin 2026 de commencer à déployer des Starlink, donc des satellites Starlink avec Starship. Donc on va pouvoir voir si Elon Musk arrive à respecter son échéance et d'ici 2026 déjà, si Starship est opérationnel, ça va vraiment booster le déploiement de satellites, mais également tous les autres projets d'Elon Musk. Le dernier élément, donc peu de gens le savent, mais c'est l'intelligence artificielle, puisque l'entreprise a changé de nom il y a 2 semaines à peu près. SpaceX ne s'appelle plus SpaceX, mais SpaceX AI. Donc il y a eu avant ça un merger, donc avant l'IPO, il y a quelques mois, un merger entre xAI, qui est l'entreprise de data center et d'intelligence artificielle d'Elon Musk, avec SpaceX. Et là, l'objectif, c'est pas de commencer à avoir un chatbot pour les satellites, mais l'objectif est beaucoup plus grand, notamment les data centers dans l'espace. Pour l'instant, ça ressemble un peu à de la science-fiction, mais on va y arriver. C'est potentiellement une des solutions par rapport aux data centers actuellement. On va voir ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais comme vous pouvez le voir ici, on a donc le logo qui a un petit peu changé de SpaceX, qui intègre le A, donc SpaceX AI, qui a une Gigafactory à Memphis qui a été montée en seulement 122 jours. Bon, là, on a encore Elon Musk qui arrive à créer des choses exceptionnelles dans des délais extrêmement serrés. Et donc, pour l'instant, c'est Colodus, leur data center. Il faut savoir aussi que parmi leurs clients, ils ont quand même Anthropic. Donc, c'est pas simplement un projet de data center, c'est un data center qui tourne déjà et qui a déjà une grosse clientèle. Une petite aparté très rapide, dans la description vous avez un rapport gratuit, c'est un extrait d'un rapport qu'on avait fait sur Crypto Recherche, on l'avait fait avant l'IPO et en gros on présente 4 entreprises, même 5 entreprises il me semble, qui nous semblent particulièrement intéressantes dans le secteur du spatial et qui peuvent bénéficier de l'essor de SpaceX. Donc le document est assez long, il est gratuit, le lien est dans la description. Très sincèrement, c'est un petit cadeau de la part de l'équipe de Crypto Recherche pour vous. N'hésitez pas à en profiter. Maintenant, on va faire un peu business school, les 3 avantages concurrentiels de SpaceX, très rapidement. Intégration verticale, donc en gros, ils intègrent tout ce qu'ils peuvent utiliser, ils le produisent eux-mêmes. On a un peu le même exemple avec Tesla, qui a très peu de fournisseurs externes. On a la même chose avec SpaceX, donc ils créent eux-mêmes, ils produisent les fusées, les moteurs, les satellites, les antennes Starlink. Donc ça permet d'avoir moins de dépendance aux fournisseurs et un contrôle par rapport au coût de production. Également, bon, l'économie d'échelle, étant donné qu'ils produisent énormément, beaucoup de composants, ça leur permet de produire plus tout en réduisant les coûts. Et l'effet de réseau, puisque chaque nouveau satellite renforce le réseau, ce qui permet d'avoir davantage de clients. Voilà, bon, c'est un peu le business school qui ressort, mais c'est les 3 avantages concurrentiels de SpaceX. Je pense qu'il y en a plus, notamment l'intégration avec Tesla et tout l'écosystème Elon Musk en fin de compte. Hein. Bon, maintenant, la science-fiction, les data centers dans l'espace. Je pense que c'est vraiment une possibilité. Elon Musk l'a mentionné, c'est pas encore dans la roadmap officielle de SpaceX, mais on le sait, Elon Musk veut faire des data centers dans l'espace. Déjà, c'est important de savoir pourquoi des data centers dans l'espace. Parce que sur Terre, bon, on a de l'électricité qui est limitée. On sait que pour ceux qui investissent dans l'intelligence artificielle et tout ce qui est data center, un des plus gros problèmes, c'est d'avoir assez d'électricité. D'ailleurs, il y a beaucoup d'investissements qui sont assez intéressants, connexes au data center, tout ce qui est electrical grid. Donc, l'électricité pour qu'elle puisse se rendre jusqu'au data center, également la production d'énergie, parce qu'en fin de compte, on parle beaucoup de transition énergétique, mais la réalité, c'est qu'on a besoin tellement d'énergie aujourd'hui avec l'intelligence artificielle qu'on voit même Meta qui fait tourner des data centers avec du gaz naturel, et chaque fois qu'on a plus d'énergie, elle est directement absorbée par une demande qui est de plus en plus grandissante. Ensuite, on a le refroidissement.
donc à l'eau ou à l'air, mais ça demande encore une fois beaucoup d'énergie. L'espace, parce qu'un data center c'est immense, comme on a pu le voir avec le data center de xAI, c'est immense et on a besoin de terre. Et les délais de construction, c'est extrêmement long de créer un data center. Et surtout, quand on crée un data center, bon, bah, la taille du data center, elle ne peut pas être agrandie au fur et à mesure. Et c'est là où les data centers dans l'espace pourraient être intéressants, puisqu'on a de l'énergie solaire qui est directement disponible. En plus, bah, on est en orbite, donc il n'y a pas de nuages, tout simplement. Le refroidissement, alors le refroidissement, il y a une fausse idée qui s'est créée par rapport au data center dans l'espace. C'est que bon, bah, dans l'espace il fait froid, donc les data centers refroidissent tout seuls. Malheureusement, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais il y a des technologies qui sont en train de se développer pour du rayonnement de chaleur, donc qui emmagasinerait la chaleur et l'enverrait au fin fond de l'espace, donc ce qui ne pose pas de problème. Mais c'est quand même un défi. C'est pas simplement il fait froid dans l'espace, on met des data centers, ils vont se refroidir tout seuls. Personnellement, c'est ce que je pensais au début avant d'avoir creusé la question. Le troisième point, c'est l'espace modulaire. On parlait de la taille des data centers. Une fois qu'on a créé et qu'on a construit le data center, il est difficile de l'agrandir. On peut toujours rajouter des racks, mais une fois qu'il est complet, on ne peut pas ajouter des GPU à l'infini. Alors que par exemple, un data center dans l'espace, là on peut venir avec justement Starship, et c'est pour ça que le troisième pilier de SpaceX est assez important, puisqu'il va permettre d'envoyer des modules complets par rapport aux fusées actuelles. On va pouvoir envoyer un module complet rempli de GPU vers l'espace, et on pourra directement venir le brancher sur la station data center. Et enfin, bah, c'est la proximité avec l'infrastructure spatiale, puisque on a besoin d'une connexion Internet pour pouvoir renvoyer par exemple la réponse de Grok ou de ChatGPT vers la Terre. On va avoir directement le réseau de Starlink qui est en orbite, donc une connexion ultra fiable, et Starlink va permettre de renvoyer les données, les réponses du chatbot ou peu importe de l'intelligence artificielle directement vers l'utilisateur, directement sur Terre. Bon, maintenant on a la fameuse discussion du merger entre Tesla et SpaceX, SpaceX AI, qui est de plus en plus mis de l'avant sur les discussions en lien avec la bourse. Pourquoi on pourrait avoir un merger? Bon, déjà parce que Elon Musk, on sait qu'il aime bien avoir tout un écosystème directement disponible. On vient de voir que déjà SpaceX est un écosystème à part entière, mais Tesla est aussi un écosystème à part entière. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresserait d'avoir une analyse complète de Tesla et tout l'écosystème Tesla, parce que je pense que ça mériterait une vidéo à part entière. Mais Tesla, on a Optimus, donc tout ce qui est robotique humanoïde qui arrive, bien sûr. Les voitures électriques, mais ce qui est le plus intéressant, c'est surtout la conduite autonome. Des usines qui sont automatisées, il n'y a quasiment pas d'humains dans les usines Tesla. Les voitures sont produites quasiment automatiquement. Bien sûr, une puissance industrielle, parce qu'aujourd'hui, on a des usines Tesla dans beaucoup de pays dans le monde et une grosse capacité de production. Et enfin, ça c'est le nouvel élément un peu, c'est les batteries de Tesla. On sait qu'ils ont une énorme capacité de distribution d'électricité. Moi, je vois ici, par exemple, au Canada, on peut faire la traversée du pays en Tesla avec des bornes de rechargement Tesla partout. En France, je sais que c'est exactement la même chose. Il y a énormément de bornes de recharge Tesla et Tesla est en train de se tourner vers les batteries, donc plus pour les data centers, mais ça peut être utilisé aussi pour SpaceX et par exemple les batteries dans l'espace. Donc on a tout un écosystème Tesla et en plus l'écosystème SpaceX, donc la connexion mondiale, l'accès à l'espace, les satellites, et l'infrastructure IA avec xAI. Donc on pourrait avoir un merger pour créer la plus grande entreprise cotée en bourse, ce qui ne serait pas étonnant. Ça va être quand même à surveiller et surtout au niveau de l'action du prix, mais c'est quelque chose à envisager. Bon, SpaceX, c'est rentable ou pas? Non, actuellement c'est pas rentable. Comme je pouvais vous le dire au début, alors là, il y a beaucoup d'éléments comme ça, vous pouvez mettre sur pause si ça vous intéresse de creuser un petit peu plus. On va passer un peu à travers. Ce qui est important pour moi, c'est qu'aujourd'hui, ils ont un chiffre d'affaires en 2025 de 18 milliards de dollars. Ça va être intéressant lorsqu'on va avoir les premiers earnings de la part de SpaceX, de voir trimestre par trimestre où en sont les revenus. Mais surtout, ce qui est important, c'est ici, c'est qu'on a une perte nette
net de 4,9 milliards, puisque bien que Starlink génère 18,7 milliards, en fin de compte, il y a énormément de recherche et développement, et surtout, envoyer des fusées dans l'espace, ça coûte cher, très simplement. Donc voilà, actuellement c'est pas rentable, mais c'est pas pour ça que c'est une aussi grosse capitalisation boursière. Aujourd'hui, c'est un peu les éléments qu'on vient de voir, un peu tout l'écosystème et le potentiel dans le futur qui est pricé aujourd'hui, même si l'IPO a peut-être été un petit peu au-dessus de ce qu'on aurait pu imaginer, parce qu'une capitalisation boursière de 1750 milliards de dollars pour 18 milliards de chiffre d'affaires au total et une entreprise pas rentable, c'est un peu l'élément qui peut faire penser que c'est surévalué. Bon, maintenant on va se pencher un peu sur l'IPO. L'IPO qui a drivé énormément de particuliers, donc du retail, dès le lancement de l'action et même en pré-IPO. Et c'est pour moi potentiellement l'élément qui est un peu dérangeant dans le sens où le retail est rarement gagnant et c'est ce qui me fait penser qu'on va avoir un très fort pullback. Alors ça a déjà commencé, je pense que ça va continuer, on va avoir un prix de l'action qui va continuer à baisser pour dégoûter beaucoup de gens qui ont pu sauter sur l'IPO. On a quand même eu 70 milliards de dollars d'ordre d'achat à l'IPO. Alors, il faut savoir très rapidement par rapport à une IPO traditionnelle, c'est assez exceptionnel le pourcentage qui était alloué au retail directement, 20%. La plupart du temps, c'est du 5 à 10%. Normalement, on a vraiment des ordres provenant du retail qui sont minoritaires. On va voir un peu le prix IPO qui a été disponible et qui est pour moi l'élément le plus dérangeant de cette IPO. Là, on a eu donc 70 milliards d'ordres d'achat avec une demande totale de 250 milliards. Tout le monde n'a pas pu avoir des actions au prix de l'IPO. Ce qui me dérange le plus, donc là ici on a Wealthsimple qui est un broker au Canada, ça a été le cas aussi par Fidelity, Robinhood aux États-Unis et en Europe on a eu eToro. Donc si vous avez un broker, vous avez sûrement reçu par mail des propositions très alléchantes concernant l'IPO de SpaceX qui permettaient en fait de créer donc des ordres d'achat directement sur SpaceX avant même la journée de l'IPO. Donc il y a eu toute une hype pour faire rentrer du retail qui est pour moi quand même un élément un petit peu dérangeant dans le sens où il y a eu un FOMO majeur et on sait ce qui se passe en général quand il y a un énorme FOMO. La plupart du temps, les particuliers finissent par se faire détruire et c'est un petit peu ce qu'on commence à voir au niveau du prix de l'action. Également, il y a un élément à prendre en compte, c'est que actuellement, il n'y a que 20% des actions qui sont en circulation. Là, on a un peu un vesting pour ceux qui sont en crypto, comme on peut le voir dans les projets qui sont backés par des venture capital et qui diluent au fur et à mesure le nombre de tokens en circulation. Bon. Il faut savoir que pour les IPO, en général, c'est quelque chose qui se fait. On ne débloque pas 100% des actions directement disponibles. Mais la plupart du temps, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir 50% le jour de l'IPO et 50% 6 mois après. Là, on a un vesting, si on peut appeler ça comme ça, ou un lock-up, comme on pourrait appeler plus en bourse, qui est plus lissé, mais qui fait en sorte qu'on peut, pour moi, avoir une chute de l'action plus longue, donc jusqu'à 135 jours après l'IPO. Alors ça peut encore durer après, mais tant qu'on a une distribution des actions, ça peut exercer une pression sur le prix puisque beaucoup d'investisseurs, alors surtout les VC qui ont pu accumuler du SpaceX bien avant, là je parle pas juste du pré-IPO qui était disponible pour le retail, je parle vraiment des VC qui avaient investi en 2022-2023 dans SpaceX pour avoir des parts mais du côté private. Donc en private equity. Je pense que eux vont continuer à déloader, donc à vendre dès qu'ils vont recevoir leur share, donc il peut y avoir une pression vendeuse sur l'action. Bon, j'ai essayé de pas trop vous casser la tête avec toutes ces informations, mais pour moi c'était important avant qu'on regarde le prix de savoir ce que fait SpaceX, quelles sont les perspectives et surtout
pour SpaceX de comprendre un peu l'envergure et que c'est pas juste une entreprise qui envoie des fusées dans l'espace, mais il y a tout un écosystème qui est derrière, en plus qui se branche à l'écosystème d'Elon Musk, Tesla. Il y a même, pour vous rendre compte un peu de l'écosystème Elon Musk, il y a même une entreprise que peu de gens connaissent qui n'est pas cotée en bourse, qui s'appelle The Boring Company, qui est une entreprise à Los Angeles qui crée des tunnels. Donc ça appartient à Elon Musk et l'objectif c'est de faire des tunnels pour les Tesla, uniquement pour les Tesla, pour qu'elles puissent aller d'un point A à un point B sans avoir d'embouteillage. Donc voilà, c'est encore ce genre d'entreprise qui peut être intégré à terme dans ces entreprises. Et puis, quand on parle de Tesla, d'Optimus, c'est sûr que quand Elon Musk va vouloir coloniser Mars, qui est son grand plan depuis le début, il ne va pas envoyer des humains, il va envoyer des robots Optimus avec des robots taxis pour pouvoir se déplacer. Enfin voilà, il y a tout l'écosystème qui va derrière. Maintenant que tout ça est fait, on peut passer à ce que tout le monde attend. Est-ce que c'est le moment d'acheter du SpaceX? Pour ça, je voudrais vous montrer un peu le schéma classique d'une IPO qui est hypée. J'en ai sorti quelques-unes. Donc on va commencer avec Peloton qui était l'entreprise la plus hypée pendant la Covid. Pour rappel, Peloton c'est des vélos stationnaires pour pouvoir faire du sport chez soi. Donc pendant la Covid, il y avait une grosse demande, l'entreprise a fait son IPO, on a eu un x9 et par la suite, surprise surprise, une fois que la hype est redescendue, ça a baissé de moins 98%. Donc l'entreprise est quand même passée de 175 $ à 2,8 $. Donc voilà, ça c'est un peu le schéma classique. Alors j'en ai 2-3 à vous montrer. Rivian Automobile, c'est encore plus violent. On avait eu seulement un 90%, donc quasiment un x2 à la suite de l'IPO. Et par la suite, l'entreprise automobile s'est faite détruire à moins 94% et une longue latéralisation. Et c'est ce genre de longue latéralisation qui m'intéresse particulièrement. On avait eu la même chose un petit peu avec Coinbase. Alors là, le graphique est en hebdomadaire, mais si on le met en daily, on a un petit peu plus d'historique. On avait eu exactement la même chose à la fin du bull run crypto, une montée, alors il y a eu une deuxième montée juste ici avant que l'entreprise se fasse détruire en bourse, une latéralisation et par la suite on repart avec un mouvement plus organique. On avait eu également la même chose, alors pour moi celui-là c'est le plus textbook, c'est Robinhood. Même chose, on avait eu un 144% à la suite de l'IPO et à peine en 2 semaines, on a commencé à corriger pour faire un moins 91%. Alors, je ne dis pas forcément que SpaceX va faire un moins 95% d'ici là. Je pense que c'est une entreprise qui a déjà une utilité, mais je pense qu'il y a eu énormément de hype. Donc, ce que je verrais bien, c'est un peu le même schéma, le schéma classique d'une IPO très hypée. Donc, premier pump. Là, on a fait à peu près un 80%, une correction, et on va chercher, on va un peu annihiler l'investisseur particulier qui s'est précipité sur l'achat de l'entreprise jusqu'à qu'on trouve un range intéressant. Donc un range, ça peut être justement un support, une résistance, donc à peu près quelque chose où on voit une réaccumulation possible. De préférence, ça ne m'étonnerait pas que ce soit à la fin du vesting, donc de l'émission de toutes les actions sur le marché. Et là, ça permettra d'avoir un meilleur point d'entrée. Bien évidemment, là, je l'ai dessiné à peu près au 104 $. Ça peut être au 75, ça peut être au 50 $, ça peut même être à 25 $. Sur ces entrées de prix actuellement, avec l'analyse technique, c'est très difficile de savoir jusqu'à où ça peut descendre. Maintenant, je pense qu'on va descendre plus loin, qu'on va aller chercher une stabilisation un peu à la Robinhood. Donc, comme on avait eu ici, alors là, c'est en hebdomadaire, mais si on le met en daily, on voit très bien qu'on a une résistance au niveau des 13 $ et un support au niveau des 6 $. Donc en conclusion, je pense que SpaceX a un très bel avenir devant lui et je pense qu'on va avoir de meilleurs points d'entrée dans les prochains mois, qu'il faut rester patient, savoir observer la charte et surtout ne pas se précipiter quand c'est très hypé. Donc c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager. Pour les membres de Crypto Recherche, on se retrouve lundi prochain dans la vidéo de trading où j'explique mes positions de trading mais également mes investissements. Et sur YouTube, on se voit la semaine prochaine. Salut!